journal. Merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette grande édition matinale. Mesdames, Messieurs, bonjour. Reçu hier à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de mission du Fonds monétaire international pour la République démocratique du Congo, a rendu public les conclusions de la 6e et dernière revue du programme économique et financier de la RDC. L'équipe du FMI et les autorités congolaises sont parvenues à un accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit, a fait savoir le chef de mission du FMI pour la RDC. Au terme de sa mission de 2 semaines en République démocratique du Congo, la délégation du Fonds monétaire international a présenté le mercredi dans la soirée les conclusions des travaux avec les autorités congolaises au président de la République. Une restitution faite au président de la République par le chef de la délégation du FMI sur notamment l'accord au niveau des services sur la 6e et dernière revue de l'accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit. Je peux dire que au regard des engagements qui ont été pris et des progrès réalisés, j'ai le plaisir de vous annoncer, comme je l'ai annoncé au président, que notre mission et les autorités sont tombées d'accord. Nous avons trouvé un accord que nous allons présenter ensuite à notre direction générale pour approbation et ensuite ce sera discuté par le conseil d'administration pour conclure la 6e revue. Les discussions avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont également porté sur la mobilisation de recettes intérieures, la qualité et le niveau des dépenses sociales, ainsi que les efforts nécessaires pour renforcer la position extérieure de l'économie. On a évoqué les réformes qu'il faut entreprendre, les réformes globalement pour la diversification de l'économie, pour les dépenses sociales, tout un ensemble de mesures qui vont aider à réaliser les priorités du président du gouvernement. Déjà, je peux commencer par 2023. La croissance a été 8,3%. Et pour cette année, nous prévoyons un peu plus de 5% parce qu'il y a une forte croissance l'année dernière. La tendance va continuer, mais un peu plus de 5%. Mais il faut reconnaître aussi que la conjoncture internationale est difficile. Et ça contribue également au dollar qui est assez fort, qui met de pression sur beaucoup de monnaies. Aussi, comprenons qu'il y a des efforts qui doivent être faits au plan national pour essayer de contrôler l'inflation du temps que possible. À en croire Calixte Aokposi, les services du Fonds monétaire international ont salué les récentes avancées dans la mise en œuvre de la réforme de subventions au prix de carburant qui devrait permettre de réduire les pressions budgétaires et de dégager un espace pour des dépenses sociales afin de protéger les plus vulnérables. Après la rencontre mardi dernier entre le chef d'état-major des forces armées de la RDC et son collègue de l'Ouganda à Kasindi, hier mercredi, le général Christian Chiwewe était à Lubumbashi dans le sud-est où il s'est adressé aux militaires devant opérer aux côtés des troupes de la SADC. Arrivé lundi soir à Lubumbashi dans le Haut-Katonga, le général d'armée Chiwewe Songesa Christian, chef d'état-major général de FARDC, a visité ce mardi 7 mai 2024 les militaires du 2e bataillon de la brigade Aiglon, cantonné au village Baya. Le militaire de cette brigade affecté à Goma pour combattre aux côtés des troupes des Sami d'IRC ont été appelés à la cohabitation harmonieuse avec les autres troupes de la SADC au cours d'une cause morale tenue par le chef d'état-major général. Unité Oyo, stand-by, parce que c'est l'unité qui va mener les opérations na Sami DRC, donc SADC. Donc, Bokosala Mosala, ensemble na SADC. Alors, raison pour laquelle, à partir déjà, ou soit lobby kuna, et c'est déjà mouvement Ebanda. Est-ce que tu es au Kani? Donc, et c'est déjà, bon, à l'après, nazo coordonné les lots déjà, de façon que lobby, ou soit lobby kuna, bon, on a déjà ça le mouvement, pour qu'on ait ça ensemble,
SADC. J'insiste beaucoup plus sur la cohabitation. Tant que vous menez l'opération ensemble, vous cohabitez bien, bandeko wana, ba Sud-Africain bazali wana, ba Tanzanien bazawana, ba Malawi bazawana. Il ne faut pas bino boko mawana, bo banda kosala makambo mosusu. Il faut qu'on se comporte, denge ozo se comporter awa na discipline nyonso. Balobi zala awa, zala wana. Le général Thiou a également interpellé leur conscience sur l'usage abusif des réseaux sociaux pendant les opérations et leur a donné quelques conseils pour bien se comporter sur le terrain. Pour rappel, le chef d'état-major général vient d'une mission de travail purement opérationnelle à la cité frontalière de Kasindi pour évaluer avec son homologue ougandais l'opération Souja. Et puis cette bonne nouvelle, le programme d'accès aux services d'eau et d'assainissement, un programme conjoint avec la Banque mondiale, est opérationnel, du moins pour sa première phase. 4 provinces du pays sont ciblées pour cette première phase. En présence des gouverneurs concernés, la signature ce mercredi 8 mai de cette charte par le gouvernement représenté par le ministre de numérique, le professeur Ebérand Cachemire Kolongele, et la Banque mondiale par Albert Zefak, directeur des opérations, marque ainsi le point de départ du projet PASEA, programme d'accès aux services d'eau et d'assainissement. Il s'agit d'un programme multiphase pour une durée de 11 ans, financé à 250 millions de dollars américains. La première phase vise à atteindre 3 millions de personnes dans 4 provinces pour une enveloppe de 400 millions de dollars financée à 100% par la Banque mondiale. Représentant son collègue des ressources hydrauliques, le professeur Ebérand Kolongele veut voir ce projet aboutir. Nos impressions sont celles de satisfaction, de savoir que la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de vouloir apporter à la population les services de base, à savoir l'eau et l'assainissement, eh bien, aujourd'hui, cette vision est concrétisée grâce à la collaboration étroite avec la Banque mondiale qui nous accompagne dans ce secteur. Du côté de la Banque mondiale, son directeur des opérations, Albert Zefak, promet d'accompagner le gouvernement pour... Ce programme que nous lançons aujourd'hui, le PASEA, vient donc porter l'expérience que nous avons faite à Kinshasa au niveau des provinces. Ce programme est décentralisé. Le rôle des gouverneurs de province, le rôle des unités de gestion de ces projets au niveau central et au niveau décentralisé sera essentiel pour que les populations reçoivent cette eau qui est la vie. Le projet PASEA doit à tout prix réussir. Le directeur de l'eau de la Banque mondiale dit la nécessité de la mise en œuvre d'une feuille de route du gouvernement congolais pour la mise en échelle du programme eau, hygiène et assainissement par le biais de PASEA et d'autres projets. Il se tient à Abu Dhabi, aux Émirats arabes, la conférence annuelle sur les investissements. Eh bien, c'est une occasion pour la République démocratique du Congo de vanter ses opportunités d'affaires. Plus d'une vingtaine de gouvernements représentés par leurs ministres respectifs en charge des questions d'investissement, de l'entrepreneuriat, du commerce, du tourisme, de l'industrie et des finances se retrouvent à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, au forum annuel sur l'investissement. Les délégués des institutions internationales, régionales et patronales y prennent également part. La République démocratique du Congo est représentée par le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa-Tongba. Dans sa prise de parole, il a tablé sur les réformes courageuses entreprises en République démocratique du Congo pour rendre incitatif l'environnement des affaires, et il a également expliqué pourquoi la RDC, forte de ses potentialités économiques, constitue une des meilleures destinations d'affaires pour les investisseurs internationaux. La République démocratique du Congo a porté 2 messages. Le premier, c'est celui de dire que sous l'impulsion du président de la République, le pays a connu des évolutions majeures en termes d'amélioration du climat d'affaires, et que la République démocratique du Congo est une terre d'opportunités.
mais aussi une destination idéale pour les investissements. Le deuxième message, c'est de dire et de porter à l'attention de tout le monde ici que le pays dispose d'immenses potentialités comme tout le monde le sait. De ce fait, le ministre a mis l'accent sur les réformes déjà mises en œuvre et sur celles en cours dans le but de protéger et sécuriser les investissements. En particulier, les mesures fiscales incitatives ont été mises en évidence. Au Conseil économique et social, les conseillers de la République ont eu droit à un exposé sur la patrouille financière par l'Inspection générale des finances en rapport avec la lutte contre la corruption. L'Assemblée consultative que dirige Jean-Pierre Kiwakana prépare un avis sur la bonne gouvernance. Compte tenu de la qualité et l'efficacité de ses services, l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, a été invité au Conseil économique et social pour exposer sur les enjeux et atouts de la patrouille financière en RDC. L'IGF a peint le tableau sombre qui caractérise le pays de Simon Kimbangu en ce qui concerne la corruption, puis il a démontré le bien fondé de la patrouille financière en RDC ainsi que les résultats obtenus depuis que ce mode de contrôle a été approuvé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et mis en pratique au niveau du pouvoir central. La traque qu'on est en train de faire aujourd'hui, on arrive à améliorer la qualité de la dépense publique qui était faible, qui commence petit à petit à augmenter. Tout ce travail ici a permis également de barrer la route à beaucoup de fausses exonérations. Et il y a beaucoup de gens qui étaient porteurs de fausses exonérations, qui aujourd'hui ont compris, ils sont rentrés en payant les droits. Au niveau des gestionnaires publics, le travail qui a été fait de la patrouille financière a permis une implantation progressive de la bonne gouvernance dans la gestion. Les gestionnaires que nous avons assiégés pendant 2 ans avec nos méthodes de travail ont compris aujourd'hui une dépense irrégulière et une dépense régulière. Et petit à petit, plusieurs ont commencé à intérioriser les règles de la bonne gouvernance. Pendant plus de 5 heures, les conseillers de la République ont eu le temps d'échanger avec les patrons de l'Inspection générale des finances sur plusieurs questions liées à ce sujet. Très ému par la qualité de l'exposé, le président Jean-Pierre Kiwakana a remercié l'IGF et son équipe pour leur contribution à cet avis qui rédige les conseillers de la République. Dans le secteur de finances, il se tient un atelier de capitalisation du processus de la revue du Code 33. On en parle avec Cédric Elina. Les restaurants Zamani a été ce cadre par excellence qui a accueilli les travaux de l'atelier national de capitalisation du processus d'élaboration de la méthodologie de la revue légale assortie des outils de la collecte des données, à l'instar du projet de la loi foncière modifiant et complétant les dispositions de la loi foncière de 1973, déposé au Parlement par la CONAREF, organe technique du Secrétariat général des affaires foncières. La revue légale, document de réglementation du droit foncier sur des occupants des terres et concessions de plus de 5 hectares et, à ce titre, dans la phase d'élaboration en avant-projet du décret du Premier ministre. Et cela va impliquer tous les acteurs gouvernementaux, organes techniques, autorités coutumières et populations autochtones. Nous nous sommes dit, avant que le gouvernement ne soit là, avant que l'Assemblée nationale fonctionne normalement, nous, comme Commission nationale pour la réforme foncière, nous réfléchissons pour anticiper. Et la réunion d'aujourd'hui, c'est pour mettre les outils qu'il faut à présenter et au gouvernement et à l'Assemblée nationale. L'objectif poursuivi par cet atelier, c'est entre autres également veiller à la conformité juridique des titres fonciers de plus de 5 hectares et établir l'équilibre entre les propriétaires des concessions non mises en valeur et les autochtones qui n'ont pas accès à la terre et qui sont capables de la mettre en valeur. Hier, mercredi, c'était la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge en République démocratique en République démocratique du Congo. Cette journée a été marquée par des manifestations à l'égard des victimes de la guerre de l'Est du pays.
C'est à travers un thème altruiste, maintenir l'humanité en vie, je donne avec joie et la joie que je donne est une récompense que la République démocratique du Congo a célébré la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Pour donner du relief à cette activité, l'esplanade du stade des Martyrs de Kinshasa a accueilli un défilé de forces vives de la Croix-Rouge congolaise. S'il faut refaire l'histoire, cette journée mondiale a été instituée en 1948 lors de la 14e conférence internationale de la Croix-Rouge pour honorer l'action d'Henri Dunant et son combat pour l'instauration d'un secours humanitaire. C'était aussi une occasion pour le réseau des volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de réaffirmer leur engagement en faveur d'une humanité commune. Notre mouvement de la Croix-Rouge en est un avant-poste de l'aide humanitaire et œuvre à la protection de celles et ceux qui ont le plus besoin. Nous avons à maintes reprises démontré notre capacité à répondre avec efficacité aux crises multiples et simultanées qui surviennent à travers le pays. Notre force réside dans notre présence au sein des communautés, dans notre unité, dans notre détermination à donner corps aux idéaux d'une action humanitaire nette. Cette année, la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a été dédiée aux victimes de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, ainsi qu'aux volontaires qui œuvrent sur le terrain pour leur venir en aide. Un hommage appuyé à l'engagement de ces hommes et femmes qui, jour après jour, contribuent à maintenir l'humanité en vie. La fondation HJ se lance dans la fabrication des prothèses et la prise en charge des personnes à mobilité réduite, une initiative saluée par la ministre déléguée des personnes vivant avec handicap. Un partenariat scellé entre le ministère de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables et HJ Foundation dans l'accompagnement orthopédique des personnes vivant avec handicap. De manière gratuite, les prothèses orthopédiques seront servies au PVH par HJ Foundation pour favoriser l'inclusion sociale de ces derniers, pour participer dans une large mesure à l'amélioration de la gouvernance dans les quotidiens de ces personnes, répondant ainsi directement à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de ces processus l'une des priorités sociales, comme l'explique la ministre déléguée aux personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Essambodiata. La RDC a connu une révolution dans le secteur du handicap, en ce sens que c'est un secteur dont la gouvernance est en train d'être améliorée. Alors, depuis ce temps-là, nous sommes en train de voir comment organiser les services, l'accès aux services sociaux de base et même l'accès aux services de santé pour les personnes avec handicap. Et HJ Foundation est parmi les partenaires qui apportent beaucoup de services à ces catégories de personnes avec handicap. Déjà ce matin, 2 leaders des associations qui vont recevoir chacun une prothèse par rapport à son handicap. Pour atteindre les objectifs fixés, les PVH se trouvant en province seront également bénéficiaires de cette action, a rassuré à l'opinion Roshmi Punjabi, coordonnatrice des HJ Foundation. Toutefois, l'initiateur des HJ Foundation sociales ont été posés dans la lutte contre certaines maladies extrêmement dangereuses. Pour clore, les 2 parties ont visité l'atelier où sont fabriquées ces prothèses orthopédiques. Des conflits s'observent à Opala et Isangui. Voilà pourquoi les caucus des députés de la Chopo a sollicité et obtenu l'arbitrage du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, en rapport avec ces conflits récurrents. Les affrontements entre Mbole et Lingola, 2 communautés de la province de la Chopo, rappellent un tableau des conflits fonciers qui persistent jusqu'à ce jour. Préoccupé par cette situation d'insécurité, le caucus des députés élus de la Chopo, conduite par son président, Bendesana, a été reçu par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Ces élus nationaux sont venus alerter Peter Kazadi sur les différents foyers de tension qui sévissent dans la province de la Chopo
et dans les territoires de Bafouassende et Bassoko, des conflits pour la plupart d'ordre foncier et coutumier. D'où cette interpellation du député national Justin Bendesana qui invite le gouvernement de la République à prendre à bras le corps cette question pour des solutions urgentes. Justin Bendesana appelle aussi les différentes communautés à arrêter ces conflits qui n'a que trop duré tout en privilégiant la voie pacifique dans le règlement de tout différend. Il s'observe ces derniers temps la recrudescence de la violence dans la province de la Chopo. Lui, en tant qu'autorité qui gère les territoires de la République au quotidien, il faut l'alerter pour que ce problème sécuritaire puisse être adressé afin qu'on trouve des solutions qui conviennent pour la paix durable dans l'ensemble du territoire de la province de la Chopo. Nous avons obtenu de la part du ministre des solutions rapides. De son côté, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a demandé l'implication de toutes les communautés locales, les notabilités et les forces vives de la province pour l'organisation dans les tout prochains jours d'un forum sur la paix qui va permettre aux fils et filles de la province de la Chopo d'enterrer la hache de guerre. Peter Kazadi, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a pris part aussi à la réunion du commandement à l'inspection générale de la police nationale. À l'inspection générale de la police nationale congolaise, l'heure est à la restitution des instructions de la haute hiérarchie. Dans la salle de réunion, le service de contrôle de la police, directeurs et inspecteurs ont répondu présents à l'appel de l'inspecteur général, le commissaire divisionnaire principal, Patience Philémon Mouchidiave. Dans son message, le numéro 1 de l'IG a rappelé les grandes lignes de la réunion tenue par les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et Sécurité sur l'évaluation de l'opération Panthère Noire menée par la PNC dans la ville de Kinshasa, avec un bilan de près de 1000 Kuluna derrière les barreaux et certains envoyés au service national, mais aussi ceux qui sont encore à la disposition de la justice. L'on peut se dire que le tableau est au complet. Par ailleurs, l'inspecteur général Philémon Patience Mouchidiave a fait mention de l'indignation du patron de la sécurité nationale pour les cas du meurtre de Madame Toumba Kankonde et son fils par des individus non autrement identifiés, en précisant que les enquêtes sont en cours pour que justice soit rendue. Interpellant ces inspecteurs sur leur travail, le général Patience Mouchidiave a instruit son adjoint chargé des missions techniques, le commissaire divisionnaire Roger Nsinga, de redynamiser cette coordination pour beaucoup plus d'efficacité dans le contrôle des services et unités au sein de la police, mais aussi de suivre pas à pas leur travail sur le terrain. Un entretien qu'il a pu clôturer en appelant la population à collaborer avec l'inspection générale de la police nationale congolaise en dénonçant tout cas de policiers qui se comporteraient mal dans l'exercice de ses fonctions. C'est depuis lundi dernier qu'a eu lieu l'élection présidentielle au Tchad et les résultats sont attendus dans une dizaine de jours. Le facilitateur au processus électoral désigné par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, invite les Tchadiens au calme. Au lendemain du scrutin du 6 mai tenu au Tchad, le facilitateur désigné de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se félicite du climat qui a prévalu dans les bureaux de vote, et cela par le biais de son envoyé spécial, le ministre du Tourisme Didier Mazenga Mukanzu. Au nom du facilitateur du processus de transition en République du Tchad, nous voudrions féliciter vivement les autorités tchadiennes de transition pour avoir réussi les pari d'organiser dans un climat de paix et de quiétude l'élection présidentielle d'ici mai 2024. Nous saluons en outre le sens de responsabilité et l'esprit de tolérance affiché par le dit candidat. À cet effet, nous les invitons à garder le même esprit jusqu'à la proclamation
de résultats par l'Agence nationale de gestion des élections, le seul organe qui a compétence de le faire. L'envoi spécial du facilitateur vient de regagner Kinshasa en attendant justement la publication des résultats de l'élection présidentielle le 21 mai 2024. On va parler politique pour vous signaler que le regroupement politique AAP dispose de 44 sièges au sein de l'hémicycle. Logiquement, il est le deuxième force politique dans le paysage politique congolais après le parti présidentiel. Il est apparu en public 6 mois avant le scrutin de décembre dernier. Personne, à dire vrai, ne le connaissait vraiment. Tony Kankushiku, un ovni politique, aujourd'hui à la tête de la deuxième force politique du pays, avec au moins 44 députés nationaux, soit juste après l'UDPS. Depuis, Tony Kankushiku attire des foules et des regards partout où il passe. Chacune de ses sorties est un événement. La vague de jeunes qui voient en cet homme une sorte de sentinelle de la République n'avait pas faibli, bien au contraire, vu les liens qui le rapprochent du président de la République, chef de l'État, aujourd'hui encore plus que jamais, dans un contexte si singulier d'agression extérieure portée par le Rwanda. Le soir du mardi 7 avril 2024, à l'atterrissage du régulier de la compagnie aérienne belge SN Brussels Airlines, qui n'avait pu faire le vol la veille à la suite de la sortie des pistes d'un aéronef local. Toujours aussi discret, le haut représentant de l'autorité morale a été accueilli au bas de l'avion par le président de sa plateforme électorale et politique AAP, Laurent Batumona, par son conseiller politique, le professeur Trifonkin Keimulumba et certains de ses députés, dont Alfred Ndondonio Dibambi. Bien avant de quitter l'aéroport, Tony Kankushiku a échangé avec les hauts cadres de son regroupement politique AAP. Il leur a fait part des retombées positives engagées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de sa visite officielle en France, en Belgique et en Allemagne, avant de regagner, ensemble avec les membres du bureau, le siège de la PEP AAP. Il s'est arrêté un moment devant la foule. Le temps de saluer, les militants et sympathisants venus nombreux lui témoigner leur soutien. Et puis, ce cri de détresse pour la prise en charge des personnes décédées après les fortes pluies qui se sont abattues dans la capitale, occasionnant mort d'hommes. Et jusqu'à ce jour, les corps sont toujours gardés à la morgue. Dans cette petite maison vivait une famille de plus de 13 personnes. M. Norbert Dilala, veuf de son état, habitait avec son frère, ses enfants et ses petits-enfants. La nuit du 8 avril 2024 restera inoubliable, la plus sombre et la plus désastreuse de toutes les nuits pour cette famille qui a perdu 8 personnes à la suite des pluies qui se sont abattues dernièrement à Kinshasa. La pression des eaux des pluies a provoqué l'effondrement d'un mur mitoyen sur ses victimes pendant qu'elles dormaient. Incapable d'enterrer ces morts qui actuellement sont gardés à la morgue, M. Norbert Dilala appelle à l'aide. Un mois après ces drames, une délégation de la Fondation Stella Touanisha, conduite par son coordonnateur, a rendu une visite de réconfort à cette famille endeuillée. Dans sa gibecière, un lot important de vivres est composé de sacs de semoule et braises, des cartons de poulet, des sachets de sucre et bien d'autres produits de première nécessité. Une occasion pour les coordonnateurs de la Fondation Stella Touanisha de lancer un SOS aux autorités du pays de s'impliquer pour l'enterrement des victimes de cette tragédie. Nous nous sommes dit, nous devons compatir avec cette famille éprouvée, partant de nos objectifs. Raison pour laquelle nous avons amené le paix qui pouvait permettre à ce que cette famille soit consolée. Cette famille s'est retrouvée sans aucun secours. Signalons qu'aucune autorité policière ou municipale ne s'est rendue sur les lieux où se produisent ces désastres. La Fondation STF est donc la première à apporter son soutien à cette famille en détresse. On va terminer par cette remise officielle de l'école primaire Mundele dans la province de la Chopo. Eh bien, cette remise entre dans les cadres de PDL 145 territoires.
La remise de cette école module a coïncidé avec le début de la session d'examen d'État pour la dissertation. C'est une population d'Ubundu visiblement satisfaite qui a réceptionné cet ouvrage exécuté par le PNUD dans le cadre du programme du développement des territoires. Ceci est consécutif au programme de l'exécutif congolais d'ouvrir le coin inaccessible du pays aux infrastructures de base. Le directeur de l'école primaire était l'homme le plus heureux. Il n'a pas tari d'éloges à l'endroit du gouvernement et du PNUD représenté par son chef de bureau qui a déclaré que ceci n'est que le début de livraison des infrastructures que son institution construit dans la province de l'Oppo, à savoir les centres de santé et une 60aine d'écoles primaires. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 13h30. RTNC, le journal. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts.